La campagne présidentielle continue de battre son plein au Cameroun. Le président Paul Biya a lancé officiellement sa campagne à Douala. Élection de mi-mandat aux États-Unis. Au Texas, le candidat démocrate Beto O'Rourke en passe de renverser Ted Cruz, sénateur depuis 2013. Puis Cristiano Ronaldo accusé de viol par une Américaine. La star mondiale du football nie et dément catégoriquement les faits. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Au Cameroun, Laurent Esso, le ministre d'État en charge de la justice, a procédé au lancement officiel de la campagne présidentielle de Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. C'était au stade Camtel, dans l'arrondissement de Douala 5e, devant des milliers de partisans venus soutenir le président sortant. Laurent Esso, le ministre d'État en charge de la justice, a procédé à Douala, précisément au stade de Camtel dans l'arrondissement de Douala 5e, au lancement officiel de la campagne présidentielle de Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Un rassemblement qui a vu la participation de près de 4000 militants et sympathisants. Malgré le ralliement de certains partis de l'opposition, le parti des Flammes n'attire plus grand monde dans la région du littoral depuis le décès de la présidente de la section RDPC, Françoise Foning. Un très bon test de popularité à quelques jours du scrutin du 7 octobre prochain. Une élection ne se gagne pas dans les meetings, une élection se gagne dans les urnes. Alors, chers camarades, chers sympathisants, chers amis, le 7 octobre prochain, par un vote massif en faveur de nos candidats. Tour à tour, les personnalités ont défilé au pied du podium, au rang desquels, l'air embarrassé, le président du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi. Oui, mais Paul Biya tout seul ne peut pas diriger le Cameroun. Il a besoin de vous tous. Il a besoin de nous tous, surtout en ce moment où c'est difficile. Nous devons tous être pour Paul Biya. Non seulement le 7 pour le voter, mais après le 7 pour l'aider à gouverner correctement notre pays. Parce que comme ce dernier, plusieurs autres présidents des partis politiques dits d'opposition issus du collectif étaient présents au meeting. Pour ces leaders politiques qui veulent le secours du parti au pouvoir, le candidat naturel du RDPC reste encore l'homme de la situation. Président Paul Biya, voyez. Le 1 de 1, voyez. Le champion des champions, voyez. Le tenant du titre depuis 1982, voyez. Daniel Ruben Oumniobe, le fils biologique du leader de l'UPC Oumniobe, n'a pas manqué à cette campagne du parti au pouvoir. Le soutien apporté à Paul Biya s'explique également pour ces leaders de l'opposition par la situation sécuritaire difficile que traversent notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La Guinée célèbre ce mardi le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance en 1958. La célébration a lieu dans le stade du 28 septembre à Conakry. Reportage. À tous, je demande pardon pour tous les actes regrettables commis pendant ces dernières décennies et j'invite chacun d'entre vous au courage pour la suite de nos entreprises qui restent à accomplir. Ainsi s'exprimait à la télévision nationale ce lundi le président Alpha Condé dans son traditionnel discours à la nation à la veille de la fête de l'indépendance. Il a également invité ses concitoyens à privilégier le dialogue et l'unité nationale. On se pose encore la question, quand est-ce que la Guinée va se développer, quand est-ce que la Guinée pourra sortir de cette pauvreté. En tout cas, j'espère qu'après, certainement, le régime, l'actuel régime, qu'il y ait un autre régime qui vient pour que la Guinée vraiment puisse retrouver une vie normale comme les autres pays. Aujourd'hui, les gens peuvent librement sortir et faire ce qu'ils veulent. En plus de ça, nous remarquons de cette indépendance de ces 60 ans, une jeunesse aussi qui a pris conscience de son niveau, de son état et qui compte vraiment faire changer les choses. La Guinée se développe petit à petit et maintenant nous avons, n'est-ce pas, des cadres guinéens qui étudient ici et ailleurs. Je pense que si les Guinéens sont courageux et puis s'il y a la justice, je pense que la Guinée va, n'est-ce pas, avancer dans l'histoire. Plusieurs chefs d'État du continent ont répondu à l'invitation du premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne.
Les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad et Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso ont été les premiers à fouler le sol guinéen. En République démocratique du Congo, plusieurs régions sous la menace de groupes armés ont encore fait l'objet d'attaques en fin de semaine. Des attaques de groupes armés ont été signalées dans le Kasaï au centre et l'Ituri dans le nord-ouest du pays. Les détails, ce sera dans cet élément. Les conflits de basse intensité qui continuent de miner maintes régions de la République démocratique du Congo se sont poursuivis durant la fin de la semaine dernière avec des attaques de groupes armés rapportées dans le Kasaï, au centre de l'Ituri et dans le nord-ouest. Une position de l'armée congolaise a été attaquée dimanche matin à Chiaou, dans la commune de Nganza, province du Kasaï central. Aucun bilan officiel de cette attaque n'a été rendu public, mais une source de l'armée qui a requis l'anonymat a cependant avancé un bilan de 8 miliciens tués durant les combats. Les miliciens ont également incendié la maison du chef du village qu'ils accusent de fournir des informations à l'armée. La même source a expliqué que les miliciens ont recruté beaucoup de jeunes qui sont en brousse. En Ituri, un assaut d'un groupe armé a également tué 2 militaires et 3 civils, d'après l'administrateur du territoire de Djougou, Alfred Efoloko. Les opérations de ratissage se sont poursuivies dans cette localité. Le porte-parole de l'armée dans la région, le lieutenant Jules Chikoudi, qui a confirmé la mort de 3 civils, juge la situation un peu inquiétante car les attaques des assaillants sont opérées presque d'une façon simultanée. Violence toujours, mais cette fois-ci au Mali, où une vingtaine de civils Touaregs ont été tués en fin de semaine par des assaillants armés dans le nord-est du pays. Le drame s'est produit près de la frontière nigérienne. Voici le compte rendu. Le nord-est du Mali est toujours le théâtre des attaques de djihadistes. Le mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe armé principalement Touareg, combattant les djihadistes dans cette région, avait fait état d'un bilan provisoire de 7 civils tués, dont un vieillard dans une attaque en fin de semaine contre la localité d'Amalaolao. Selon une source de sécurité malienne, les assaillants qui ont tué au moins 25 civils avaient un véritable plan d'attaque. D'après un élu local, l'hypothèse d'un règlement de compte entre différentes communautés touareg n'est pas à exclure. Lors d'une précédente tuerie le 25 septembre dans des circonstances similaires à 45 km à l'ouest de Ménaka, le ministère malien de la Sécurité avait fourni un bilan de 27 morts, évoquant des affrontements entre des membres de la communauté Idourfane touareg. Il faut dire que quelques 200 personnes, dont de nombreux civils appartenant surtout aux communautés Peul et Touareg, ont péri depuis le début de l'année dans cette région où s'affrontent notamment des djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique et 2 groupes soutenant la force française Barkhane et l'armée malienne. Ce journal se poursuit. Melania Trump, la première dame des États-Unis, s'est envolée sans son mari pour un voyage d'1 semaine qui l'amènera au Ghana, au Malawi, au Kenya, puis en Égypte. La 3e épouse du président des États-Unis posera le pied sur le continent africain pour la toute première fois de sa vie. Voici les images. Melania Trump, la 3e épouse du président des États-Unis, posera le pied sur le continent africain pour la première fois de sa vie. Pour cette visite diplomatique et humanitaire qui va durer 1 semaine, selon les termes de sa porte-parole, elle entend mettre l'accent sur les enfants. Au-delà de rencontres avec d'autres premières dames, Melania Trump entend également mettre en lumière le travail de l'USAID, l'agence américaine pour le développement. Selon sa porte-parole, Melania Trump ne part pas en voyage commandé, mais sur sa propre initiative. En effet, aux États-Unis, comme sur la scène internationale, la première dame s'est jusqu'ici tenue à distance dans une forme de neutralité des initiatives de son mari, dans un contexte marqué avec la plupart de celles qui l'ont précédée à cette fonction.
C'est l'un des duels les plus attendus des élections de mi-mandat aux États-Unis. Au Texas, le candidat démocrate Beto O'Rourke tente de renverser le très conservateur Ted Cruz, sénateur depuis 2013. Beto, 46 ans, que ses partisans appellent par son prénom, grimpe dans les sondages au point peut-être d'être élu le 6 novembre prochain, nouveau sénateur du Texas. Partout où il passe, il électrise la foule. Beto O'Rourke, 46 ans, le démocrate qui monte au Texas. Galvanisé ce jour-là par 4000 sympathisants, venus soutenir leur champion à la gestuelle passionnée, sous 40 degrés. Ça fait chaud au cœur de voir autant de soutien. Je crois vraiment qu'on peut faire la différence en novembre. Sur scène, Beto vante tous les thèmes chers à l'électorat démocrate. Éducation publique, sécurité sociale, protection des minorités et accueil des immigrés. Nous ne permettrons plus qu'un enfant soit séparé de sa mère. Dans tous ces discours aux quatre coins du Texas, la même énergie et les mêmes cibles. Le président américain Donald Trump et le sénateur du Texas Ted Cruz pour leur gestion de la crise à la frontière mexicaine. Nous n'avons pas besoin de murs. Nous ne voulons pas que des enfants soient séparés de leurs parents alors qu'ils demandent l'asile. Les Texans ne prennent pas des décisions dictées par la peur. Nous n'avons peur ni de l'avenir, ni du reste du monde. D'après les derniers sondages, Beto pourrait faire basculer un État aux mains des républicains depuis 25 ans. Un séisme politique impensable pour les représentants locaux du Parti républicain. Il soutient une sécurité sociale qui coûtera 32 milliards sur 10 ans. Il soutient les villes sanctuaires. Il pourrait supprimer la police de l'immigration. Il veut destituer Trump. Ses idées gonflent les libéraux à bloc. Ils ont récolté beaucoup d'argent. Mais la majorité des Texans ne les partagent pas. Point barre. Sauf que l'électorat du Texas évolue sous la poussée démographique des Hispaniques, plus 18% en 8 ans. Un nouvel électorat, jeune et souvent démocrate, qui pourrait faire de Beto la nouvelle star du Texas et une étoile montante de la politique américaine. Puis, une Américaine de 34 ans accuse la star mondiale du football Cristiano Ronaldo de l'avoir violée dans un hôtel de Las Vegas en juin 2009, puis de l'avoir fait signer sous pression un accord financier, la contraignant au silence. Des faits catégoriquement démentis par le champion portugais. Les précisions. La star mondiale du football Cristiano Ronaldo est accusée d'avoir violé dans un hôtel de Las Vegas en juin 2009 une Américaine, puis de l'avoir fait signer sous pression un accord financier, la contraignant au silence. Des faits catégoriquement démentis par le champion portugais. Mais dans une plainte déposée dans l'État du Nevada, l'avocat de la plaignante, Catherine Mayorga, espère non seulement obtenir justice en mettant Ronaldo face à ses responsabilités, mais aussi empêcher que ce qui lui est arrivé arrive à d'autres femmes. La jeune femme entend également encourager toutes les victimes d'agressions sexuelles à poursuivre leurs auteurs, aussi célèbres, riches ou puissants puissent-ils paraître. Les faits remontent en juin 2009 où la plaignante avait dénoncé le viol présumé à la police de Las Vegas et fait l'objet d'un examen médical. Mais à l'époque, elle s'était abstenue de citer nommément Ronaldo, se contentant d'évoquer un joueur de football célèbre. La procédure avait tourné court. Après cette soirée, une médiation privée avait été organisée entre des représentants de Ronaldo d'un côté, la plaignante déséquilibrée émotionnellement et son avocat de l'autre. À l'issue de discussions décrites comme très émouvantes pour la jeune femme par ses avocats, une transaction financière avait été conclue accordant le versement de $375 000 en échange d'une confidentialité absolue sur les faits présumés ou l'accord, ainsi que l'abandon de toute procédure. Pour les avocats de Catherine Mayorga, cet accord est nul et non avenu, notamment en raison de l'état psychologique de leur cliente à l'époque et des pressions exercées à son encontre. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.